Merci d'être là. Je sais qu'on est en concurrence avec des astronautes, rien de moins. Alors, j'apprécie votre présence pour parler de la dimension sociale de la transition énergétique et écologique. Le titre de la présentation, « Quelle acceptabilité sociale pour cette transition écologique ?» Ma collègue Corinne Gendron ne peut être présente ce matin, mais donc je vais parler en nos deux noms. Donc, mon nom est Stéphanie Yates, je suis professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM, et Corinne est professeure à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM également. Donc, l'acceptabilité sociale, c'est un thème qui est sur toutes les lèvres. On entend beaucoup parler de cette idée d'acceptabilité sociale autour de la transition, notamment autour des projets de la transition. On a même notre premier ministre, M. Legault, qui disait qu'il n'y aura aucun nouveau projet minier sans acceptabilité sociale. Or, ce dont on se rend compte, c'est que le thème est donc mobilisé un peu à toutes les sauces et dans des contextes parfois très différents. J'ai perdu, voilà. Donc, par exemple, si on entend le terme lorsqu'on discute du projet Nordvolt, on l'entend aussi lorsqu'on discute, par exemple, d'un projet de développement minier dans la région de la Petite-Nation, projet de graphite, alors qu'on se rend compte que les enjeux sont très différents. Les types d'acteurs impliqués peuvent être également très différents d'un projet à l'autre, de même que les arguments qui sont mis de l'avant. Donc, le constat qu'on peut faire, c'est que l'acceptabilité sociale, c'est une notion qui demeure encore floue, qu'on mobilise beaucoup, qu'on ne sait pas trop comment évaluer non plus. Alors, l'objectif de ma présentation ce matin, c'est vraiment de revenir sur les fondements de ce qu'est l'acceptabilité sociale pour un peu essayer d'avoir une vision commune de ce nouvel impératif. Donc, c'est vraiment l'objectif de ma présentation ce matin. Donc, évidemment, nous sommes dans un contexte où les changements sont nécessaires, mais où les changements, notamment ceux liés à la transition énergétique, sont susceptibles de générer pas mal de controverses. Hein, on le voit avec certains des projets que je vous ai mentionnés il y a une minute. Avant de parler d'acceptabilité sociale, il faut d'abord se demander de quel type de changement parlons-nous? De quoi on parle ici? Depuis ce matin, on parle beaucoup de changement climatique. J'ai très peu entendu parler de préservation de la biodiversité. Et on sait parfois que ces éléments-là peuvent être en tension. Quand on développe des usines de production de batteries, par exemple, ça peut venir en contradiction avec certains éléments de préservation de la biodiversité. Qu'est-ce qui doit être prioritaire par rapport à ces deux enjeux-là? Si on dit qu'on veut vraiment agir face au changement climatique, on peut évidemment parler de la gestion de la demande. On peut parler un peu de décroissance, dont on a aussi peu entendu parler jusqu'ici, ou on peut parler d'électrification, comme on vient de le voir avec mon prédécesseur là, qui était ici au micro. Donc, il y a des solutions alternatives qui existent, qui sont portées par différents types d'acteurs, et évidemment, ces solutions peuvent être combinées, mais ce que ça prend avant de parler d'acceptabilité sociale, c'est vraiment un diagnostic commun quant aux problèmes auxquels on fait face. M. Mousseau parlait d'une vision commune qui est absente. Je pense qu'on partage ce constat-là avec lui. Donc, je vais y revenir sur cette idée de diagnostic commun, parce que quand on parle des fondements de l'acceptabilité sociale, c'est effectivement un élément central. Donc, qu'est-ce que l'acceptabilité sociale? Bon, on sait qu'au Québec, on a beaucoup commencé à entendre parler de ce thème-là au tournant des années 2000, alors que les élites politiques et économiques se rendaient compte qu'elles ne pouvaient plus annoncer de façon unilatérale de nouveaux projets sans consulter les populations locales, au risque que certains de ces projets soient rejetés. Hein, donc, on a entendu parler de cette notion d'acceptabilité sociale de plus en plus. Le milieu des affaires a proposé cette notion-là, mais avec une vision où il s'agissait d'un problème surtout à gérer. Et vous en avez ici une illustration avec cette publicité d'une conférence organisée par les affaires qui nous promettait, en fait, assurer la réussite de vos projets grâce à une meilleure gestion des parties prenantes avant, pendant et après leur réalisation. Donc, il y a une certaine méfiance qui s'est développée envers cette notion d'acceptabilité sociale, notamment en raison, je crois, de cette vision selon laquelle il s'agissait surtout d'un problème à gérer. Donc, au fil des années, depuis les 20 dernières années, on a quand même assisté à une institutionnalisation de la notion. Il y a eu pas mal de réflexions théoriques, pratiques autour de la notion.
Et vous avez, par exemple, une illustration ici avec le guide du Conseil patronal en environnement du Québec qui nous disait en 2012, dans son guide, donc guide de bonnes pratiques afin de favoriser l'acceptabilité sociale des projets, donc un peu dans cette optique qu'il s'agit d'un problème à gérer, à régler, alors que en 2022, donc tout récemment, le Conseil patronal en environnement a publié une nouvelle édition de son guide qui s'intitule dorénavant Guide de bonnes pratiques pour favoriser des projets socialement acceptables. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance, hein? Il ne s'agit plus de faire passer des projets, il s'agit plutôt de consulter les populations pour que les projets deviennent acceptables. On a un jugement de la Cour du Québec qui reconnaît aujourd'hui que les décideurs peuvent considérer l'acceptabilité sociale pour refuser un certificat d'autorisation, et ce, même si la notion d'acceptabilité sociale n'apparaît pas comme telle dans la loi québécoise sur l'environnement. Le thème demeure néanmoins contesté et, comme on l'a vu avec les projets que je mentionnais d'emblée, son opérationnalisation reste assez ambiguë. Donc, ce que je vous propose de faire ce matin, c'est de partir de la définition de ma collègue, de Corinne Gendron, et un peu de la décortiquer pour avoir cette vision commune de ce nouvel impératif. Donc, Corinne Gendron nous dit qu'elle a défini, en fait, l'acceptabilité comme l'assentiment de la population à un projet ou à une décision résultant du jugement collectif que ce projet ou cette décision est supérieur aux alternatives connues, y compris le statu quo. Donc, on va s'arrêter un peu à chacun de ces thèmes, des thèmes autour de cette définition, en nous arrêtant donc sur la notion d'assentiment, en regardant un peu l'objet de l'acceptabilité sociale, les acteurs autour de cette acceptabilité, le processus, de même que la responsabilité de la décision. Donc d'abord, que veut dire accepter? Donc ce qu'on vient de voir, c'est que la définition de Corinne Gendron fait référence à cette notion d'assentiment. Donc l'assentiment, il peut être tacite ou il peut être plus formel. Souvent, on parle de projets qui suscitent de l'inacceptabilité sociale, parce que généralement, lorsqu'un projet, il y a un assentiment tacite, il n'y a pas de tollé, il n'y a pas de controverse et on n'en parle pas. Un exemple que je donne souvent en contexte québécois, c'est le dédoublement de la route 175 pour aller au Saguenay. Pour avoir pris cette route-là en plein automne avec une petite neige fondante quand c'était simplement un double sens, je pense que le fait de dédoubler la voie n'a pas créé d'enjeu d'acceptabilité sociale. L'assentiment, il était tacite. Alors, lorsque le projet ou la politique est ancré dans des débats sociétaux qui ont eu lieu en amont, bien, ça favorise justement cet assentiment tacite. Et pour revenir à cette idée du diagnostic commun autour de la transition, je pense qu'il y a plusieurs projets de la transition qui suscitent la controverse justement parce qu'il n'y a pas cet ancrage commun, cette vision commune dans laquelle s'implantent ou s'inscrivent les différents projets. Donc, le fait qu'il y ait un diagnostic commun, ça favorise les consensus quant au développement souhaitable et ça peut faire en sorte que les projets bénéficient donc d'un assentiment plus tacite. Donc, on peut distinguer différents niveaux d'acceptabilité. Donc, le rejet d'un projet, sa tolérance, la tolérance à son endroit, qui correspondrait, si on veut, à cet assentiment plutôt tacite, donc qui n'est pas nécessairement vocal, dont on ne discute pas dans l'espace public. Ensuite, le soutien à l'endroit d'un projet qui correspondrait à un assentiment plutôt explicite. Et enfin, l'appropriation qui correspondrait à des situations où les populations ont été tellement investies dans les discussions autour des projets que le projet serait devenu un peu le leur. Ce qu'on peut voir, par exemple, dans certains projets d'aménagement du territoire. Donc, l'acceptabilité sociale, c'est une notion évolutive qui est appelée donc à se transformer au fil du déroulement du projet. Par exemple, il peut y avoir des nuisances qu'on n'avait pas anticipées et qui font en sorte que l'acceptabilité initiale est mise à mal ou est rediscutée dans l'espace public. Petit mot sur la notion de permis social d'opérer, qu'on utilise parfois comme étant un synonyme d'acceptabilité sociale. De notre perspective, cette notion de permis social d'opérer traduit assez mal la dimension dynamique du concept. On réfère plutôt à une série de conditions à remplir, alors que, comme on vient de le voir, l'acceptabilité, c'est vraiment une notion très évolutive au fil de l'avancement d'un projet donné. Donc, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que ça voulait dire, cet assentiment, maintenant, qu'est-ce qu'on accepte?
Quel est l'objet donc de l'acceptabilité? Poser la question, c'est nous poser la question de la raison d'être d'un projet. Alors que depuis les années 70, la faisabilité technique, la faisabilité financière, le respect des normes, le respect des lois étaient suffisants pour justifier la réalisation de projets. Aujourd'hui, donc à partir de ce tournant là, des années 2000, on va vraiment se questionner sur la pertinence du projet, sur sa raison d'être, son essence, sur le fait que le projet répond réellement à un diagnostic, ce fameux diagnostic qui, à mon avis, est peu présent en ce moment en ce qui concerne la transition. Donc, on se demandera alors si le projet répond à une problématique réelle, si les coûts et les risques associés à ce projet en valent réellement la peine. Maintenant, qui accepte? Qui sont les acteurs qui, on le voit au chapitre en termes d'acceptabilité sociale? Donc, pour revenir à la définition de Corinne Gendron, on fait référence à la population qui accepte. Bien, cette population, évidemment, c'est celle qui est présente sur le territoire visé, qui va directement être impactée par le projet. Par ailleurs, dans le cas de projets intangibles ou dans le cas de projets qui soulèvent des enjeux sociétaux plus larges, comme par exemple la construction d'un barrage électrique, on peut penser que les contours de la population, les frontières de la population sont beaucoup plus larges également, de la population qui accepte. Et dans ces cas, donc, la population qui accepte, c'est tout simplement, mais en même temps, ça ajoute un niveau de complexité, mais c'est tout simplement la population qui se sent concernée par le projet visé. Si moi, comme citoyenne de Montréal, je me sens visée par l'arnachement de la rivière Magpie sur la Côte-Nord, mais dans la mesure où j'ai un sentiment, j'ai l'impression d'avoir mon mot à dire sur ce projet-là, je fais partie de la population concernée qui doit donc accepter ou pas le projet. Dans tous les cas, donc, tous les acteurs doivent construire leur légitimité à intervenir dans les débats. Donc, les populations locales, si on y revient, bâtiront leur légitimité à intervenir dans le débat sur la base de leur proximité avec le projet. Elles vont dire, je peux me prononcer puisque ce projet-là, il est dans ma cour. Je vais subir directement les impacts de ce projet. Souvent, on va associer ces populations locales au fameux syndrome NIMBY, Not in my backyard, donc pas dans ma cour, qui correspond à une situation où une population peut reconnaître le besoin pour un projet donné, mais refuse que ce projet-là voit le jour dans son environnement immédiat. C'est une façon un peu réductrice de voir l'opposition des populations locales. Et souvent, les populations, ce qu'elles ont intérêt à faire dans de tels cas, c'est vraiment d'exercer ce qu'on appelle une montée en généralité, et donc, de passer d'arguments de proximité à des arguments d'intérêt général. Donc, je vous ai mis ici une brève définition de ce qu'est la montée en généralité. Donc, il s'agit donc de transformer un problème spécifique, ma cour, mon environnement immédiat, en un enjeu général, d'intérêt général, à travers un recadrage discursif. Donc, un exemple parmi d'autres, mais dans certains cas de projets de développement éolien, par exemple, les populations en Montérégie, les populations disaient les terres cultivables en Montérégie sont les meilleures terres arables du Québec et donc faire un parc éolien ici, c'est équivalent à construire un parc dans le garde-manger des Québécois. Donc, de faire référence à cette idée de garde-manger des Québécois, donc de ressources collectives, ça constitue un exemple de ce qu'est cette montée en généralité. Peut-être juste revenir rapidement à l'image que je vous ai mise ici. C'est le projet de déménagement du Casino de Montréal, de l'île Notre-Dame au quartier Pointe-Saint-Charles, projet présenté conjointement par l'Auto-Québec et le Cirque du Soleil en 2005. Et quand je vous disais que le terme de l'acceptabilité sociale, on en parle surtout depuis les années 2000, ça a été vraiment un des projets où ce thème-là a vraiment été mobilisé dans l'espace public. Et les populations de Pointe-Saint-Charles étaient contre ce déménagement, pas juste parce que ça changeait leur environnement immédiat, mais parce que fondamentalement, elles ne voyaient pas d'un bon œil la présence de jeux de hasard à proximité d'une population dont certains membres avaient déjà des enjeux de jeux compulsifs. Donc, il y avait vraiment une scission, une autre manière de voir, une controverse sur le plan des valeurs. Donc, il ne s'agissait pas simplement d'une réaction NIMBY. Je voulais vous en parler parce que je vais y revenir dans un instant. Donc, cette montée en généralité dont on vient de parler,
donc le parc éolien qui correspond à détruire une partie du garde-manger des Québécois, par exemple, ça permet donc aux populations locales de gagner en représentativité, parce qu'en ayant des arguments de nature plus générale, ça permet donc de rallier d'autres acteurs, notamment des organismes de la société civile qui vont s'allier aux acteurs locaux pour s'opposer au projet ou pour apporter une vision alternative quant à la manière dont le projet doit voir le jour. Souvent, cette montée en généralité s'accompagne aussi d'arguments de nature émotive et ce qui va aussi permettre de toucher un nombre élargi d'acteurs et donc de gagner en représentativité. Donc, on passe de la proximité à une posture plus représentative d'un certain nombre de personnes représentantes de la population. La contre-expertise mobilisée par les populations vont aussi permettre de gagner en crédibilité et en confiance. Donc, le ralliement d'acteurs considérés comme crédibles va aussi favoriser la construction de cette confiance. Donc, je reviens au cas du casino ici, déménagement du casino de Montréal. Rapidement, la direction de la santé publique de Montréal s'est rangée du côté des opposants en disant que c'était une très mauvaise idée que de déménager un casino dans un quartier où il y avait des populations vulnérables, en l'occurrence Pointe-Saint-Charles. Donc, ce ralliement de la santé publique, ça a contribué donc à crédibiliser l'argument des groupes communautaires locaux là, qui étaient initialement opposés au projet. Évidemment, tous les opposants n'ont pas à se rallier pour qu'on estime qu'un projet est socialement acceptable. Je vous disais d'entrée de jeu qu'un des défis avec l'acceptabilité sociale, c'est son évaluation. À partir de quand on dit « ben oui, c'est acceptable », non, ce ne l'est pas. On remarque que l'apaisement de la controverse va se faire lorsque les opposants estiment que l'enjeu ne vaut plus l'effort de mobilisation, ou encore lorsque le poids des opposants devient marginal par rapport au consensus sociétal. On dira alors que le jugement collectif est favorable au projet, si on se ramène à la définition de Corinne Gendron. Donc, c'est très rare que acceptabilité sociale égale unanimité. C'est très rare qu'il y ait unanimité. Généralement, on va plutôt parler de consensus social, où il peut y avoir des parties qui demeurent réfractaires, mais qui sont marginales par rapport à ce jugement collectif. Maintenant, on va s'intéresser au processus. Comment est-ce qu'on en vient à accepter? Donc, c'est sûr que la participation publique, c'est un vecteur important d'acceptabilité. Mais il y a une nuance importante à apporter. La participation publique, elle n'est pas toujours nécessaire. Donc, comme je vous le disais en amont, si le projet est bien ancré dans un diagnostic commun qui a été débattu, qui a été discuté, parfois, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de participation publique. Je vous ramène au dédoublement des voies dans le parc du Saguenay, le parc des Laurentides. Il y a tellement unanimité ou consensus très large que la participation n'est pas impérative. Par ailleurs, dans plusieurs des cas, comme on le voit actuellement avec certaines controverses liées à la transition, les populations veulent avoir voix au chapitre quant à ce calcul coût-bénéfice inhérent donc au risque en présence. Donc, souvent, la population va demander la participation publique. On le voit bien là, avec toutes les revendications autour du BAP, autour du projet Nordvolt. Les promoteurs ont tendance pourtant à vouloir informer et convaincre les populations. Donc, les promoteurs ont tendance à voir d'un œil très méfiant cette participation publique. On le voit d'ailleurs encore avec le cas de Nordvolt. Ils vont mettre de l'avant ce qu'on appelle le modèle du déficit. Le modèle du déficit, c'est un modèle communicationnel où, justement, les porteurs de projets, les promoteurs, tentent d'informer et de convaincre. Tentent d'informer que les risques sont calculés, sont probabilisés, qu'il n'y a pas de problème, que c'est sécuritaire, et tentent ainsi de convaincre les populations que le projet est une bonne chose. Or, les études en communication le montrent très clairement, ce modèle du déficit, il ne fonctionne pas lorsqu'il y a des risques qui
sont difficilement calculables, lorsqu'il y a des incertitudes qui demeurent, lorsqu'on connaît mal les technologies dont on parle. Et donc, dans ces contextes-là où il y a incertitude, où il y a parfois controverse sur les technologies, la mise en place ou le déploiement d'un modèle du déficit, ça fait en sorte que les populations sont plutôt susceptibles de se braquer et de se mobiliser. Donc, ce serait contre-productif. Et je vous disais, les promoteurs ont tendance à se méfier un peu de la participation citoyenne. Pourtant, le savoir citoyen, souvent, ça va permettre de bonifier le projet. De bonifier le projet, pourquoi? Parce que ça peut éclairer des éléments problématiques liés au projet qui restent souvent dans l'angle mort des promoteurs. Et souvent, ces éléments-là, que les citoyens et citoyennes permettent d'éclairer par leur participation, ce sont des problèmes qui sont facilement solubles. On peut trouver des solutions assez simples à ces problèmes, souvent périphériques au projet, qui font en sorte que les gens s'opposent, non pas nécessairement en raison de l'essence même du projet, mais souvent ce sont des éléments périphériques qui les dérangent, la route qui passe, le bruit, la poussière, etc. Et souvent, on peut faire face à on peut corriger ces éléments périphériques. Donc, pour les promoteurs, parfois, c'est plus facile de discréditer le citoyen que de véritablement prendre le temps de l'écouter. Et ces savoirs, donc, issus des citoyens, c'est ce qu'on appelle dans la littérature le savoir situé. C'est un savoir, donc, qui est issu de la connaissance intime d'un terrain donné, qui est issu, donc, d'une expérience avec le terrain qui est envisagé pour un projet donné. Donc, le modèle participatif en matière de gestion des risques, bien, ça consiste au contraire à co-construire les frontières du risque acceptable. Donc, il s'agit vraiment d'une ouverture à entendre ce savoir situé et d'un processus pour permettre à ce savoir d'émerger, d'être mis de l'avant dans l'espace public et d'être discuté. Donc, l'idée ici de ces modèles participatifs, c'est vraiment de traduire les affirmations énoncées selon le sens commun, ce que les citoyens et citoyennes disent, parce qu'eux, ils ont l'impression que ce n'est pas une bonne idée. Donc, souvent, ça se traduit par un sens commun, mais finalement, dans ce sens commun-là, quand on prend le temps d'écouter, on peut voir qu'il y a réellement un savoir distinct, des angles morts qui peuvent être éclairés, comme je le disais, par rapport au projet. Évidemment, il y a différents types de forums délibératifs qui sont possibles pour faire émerger ce savoir situé. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là ce matin, mais peut-être ajouter quand même qu'il y a certains forums qui sont obligatoires. On a beaucoup parlé des audiences du Bureau d'audience publique sur l'environnement, mais les promoteurs peuvent eux-mêmes mettre de l'avant certains dispositifs qui permettent cette consultation, cette participation citoyenne et qui ne sont pas nécessairement requis par la loi. Qu'est-ce que permettent ces différents types de tribunes? En fait, il y a différents types d'apports issus de la participation. Parfois, la délibération va vraiment, comme je le disais, éclairer des angles morts, donc clarifier les enjeux, permettre d'envisager des solutions potentielles qu'on n'avait peut-être pas vues initialement du côté du promoteur. Et parfois, il n'y aura pas de solutions qui vont nécessairement émerger de ces exercices participatifs. Par contre, parfois, il peut y avoir partage d'éléments de contexte qui vont éclairer la décision publique et qui vont avoir des effets plus diffus, soit des effets très à long terme, soit des effets sur la capacitation ou l'empowerment des acteurs sociaux qui vont prendre part à ces processus participatifs. Donc, je pourrais aussi revenir là-dessus plus tard si ça vous intéresse. Mais donc, il ne faut pas voir les effets de la participation comme uniquement la mise en avant de solutions qu'on n'avait pas vues. Parfois, c'est le cas, mais parfois, la participation contribue finalement à éclairer le contexte ou peut-être à faire changer même les normes sociales à long terme, là, si on parle, par exemple, de l'aide médicale à mourir. Évidemment, ces modèles participatifs comportent quand même des défis importants. Donc, il ne faut pas non plus être naïf quant à la manière dont se déploie ce genre de processus. Donc, parfois, ce qu'on va voir à l'issue ou par l'entremise de ces mécanismes participatifs, c'est qu'il y a parfois des points de vue divergents au sein de la population, notamment lorsqu'on parle de projets très concrets qui se développent dans un territoire donné. Souvent, on va voir une opposition entre les résidents qui habitent là à temps complet, de façon permanente, versus les villégiateurs qui ont un chalet.
Puis je vous parlais d'entrée de jeu du projet de mine de graphite dans la Petite Nation. C'est un peu ce qu'on voit. Donc, il y a vraiment des visions très, très différentes entre le villégiateur qui est là simplement les week-ends et qui veut vraiment sa tranquillité versus quelqu'un qui habite là à temps complet et qui est intéressé peut-être par les retombées économiques. Donc, ce n'est pas nécessairement facile de réconcilier ces visions, mais la participation permet au moins de mettre sur la table, de mettre un peu à plat tous les arguments pour pouvoir ensuite les sous-peser et leur accorder certaines priorités. Et comme je le disais, avec la notion même d'acceptabilité sociale, bien, les consensus sont appelés à évoluer dans le temps. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un exercice participatif à un temps X que les consensus qui s'en dégagent vont être encore valables à un temps Y. L'acceptabilité sociale, je le disais, est une notion évolutive. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une pluralité d'éléments qui permettent de construire l'acceptabilité sociale. D'abord, donc, cette idée d'un diagnostic commun partagé en amont qui permet d'ancrer les projets donc, dans cette vision commune qui est peut-être manquante actuellement au Québec quand on parle de transition. Du côté du promoteur, bien, comme je le disais, il ne s'agit plus seulement de faire valoir les faisabilités techniques, financières ou le respect des normes. Il faut aussi faire valoir la pertinence du projet, le fait que le projet réponde réellement à un diagnostic. Il faut y avoir une ouverture au savoir citoyen, notamment par la mise en place de processus participatifs. Et la confiance, je n'ai pas beaucoup parlé de la confiance, mais la confiance, c'est un élément quand même crucial pour que les promoteurs donc, puissent justement établir cette relation avec les citoyens. La confiance favorisera bien sûr une plus grande acceptabilité. Du côté des parties prenantes ou des acteurs sociaux, bien, je disais, il y a des arguments de proximité qui peuvent être mis de l'avant. En même temps, avec la montée en généralité, on peut avoir des arguments qui sont plutôt d'intérêt général et qui vont favoriser la représentativité des opposants ou des parties prenantes au projet. Et on disait que la crédibilité et la contre-expertise, c'est également un élément important pour construire la confiance à l'endroit des opposants au projet. Donc, une pluralité d'éléments pour vraiment construire. Au final, qui décide de l'acceptabilité sociale? Depuis le début, je vous dis, ce n'est pas facile à évoluer. Ce n'est pas un sondage qui nous dit que c'est acceptable ou pas. Donc, qui décide? Bien, ce sont les autorités politiques, nos élus, qui évaluent le jugement collectif à l'endroit d'un projet, qui sont appelés à faire cette évaluation. Ils ont donc à jouer un rôle d'arbitre et concrètement, ce rôle-là se traduit par l'émission ou pas d'autorisation, de permis, le changement ou pas de législation. Donc, ce rôle d'arbitre se traduit par ce genre de décision-là. Et évidemment, la confiance revient. Donc, la confiance envers les autorités quant à leur évaluation objective et impartiale du jugement collectif va jouer sur l'acceptabilité. On s'attend à ce que nos autorités politiques aient justement un jugement objectif et impartial pour évaluer l'acceptabilité sociale d'un projet, le jugement collectif à l'endroit d'un projet. Si on n'a pas confiance en cette impartialité, en cette objectivité de nos élus, bien, c'est la décision même qui deviendra inacceptable. Donc, je pense que l'acceptabilité sociale présente vraiment un potentiel pour tendre vers un meilleur vivre ensemble, dans la mesure où les acteurs qui le mobilisent, ce concept-là d'acceptabilité sociale, qui s'en revendiquent ou qui y sont associés, ont une compréhension commune de ces fondements et de leur implication. Alors, ce que j'ai essayé de faire ce matin, c'est un peu de mettre un peu la table pour présenter quels sont, à notre avis, Corinne et moi, ces fondements, ces bases communes. Et en fait, je terminerai avec ça. L'acceptabilité sociale, c'est vraiment une nouvelle manière de voir la contestation en démocratie. Donc, plutôt que de voir la contestation comme un problème, il s'agit vraiment de voir comment la participation peut être mieux intégrée au pouvoir et aux institutions politiques, d'écouter donc les populations, d'être ouvert à cette idée qu'il y a peut-être un savoir situé qui peut émerger des populations, et pour faire en sorte finalement que les institutions politiques puissent mieux répondre ou répondre plus efficacement aux défis du bien commun. Donc voilà, je pense qu'on a un peu de temps pour les questions. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup. Merci. Et en gros, nous avons suivi avec la professeure. Tout d'abord, elle a présenté une définition concernant l'acceptabilité sociale aussi comme un terme évolutif. Et on a vu aussi un synonyme qui est permis social d'opérer. Ensuite, elle a présenté une définition selon Gendron
2014 et qui est fondé sur l'assentiment formel, ensuite non formel. Nous avons vu aussi les différents niveaux d'acceptabilité. Ensuite, comment monter en généralité du projet. Ensuite, elle a parlé aussi des pluralités d'éléments pour construire l'acceptabilité. Et enfin, elle a parlé aussi de comment évaluer justement un projet. Maintenant, on passe tout de suite aux questions. Bonjour, c'est Michel Gébrac, CAM. Parmi les concepts qui sont en train d'évoluer, il y a celle de bien commun. Le bien commun, ça peut se définir de différentes manières. Ce n'est pas les communs au sens qui a été utilisé par... Mais c'est le bien. Qu'est-ce que le bien commun? Le bien commun, ça peut être un parc national, mais ça peut être une filière industrielle. Okay. Alors je voudrais voir comment tu peux articuler ces deux notions de bien commun et d'acceptabilité sociale. Merci, Michel. C'est vraiment intéressant comme réflexion parce que ça permet de justement revenir à cette idée de transition énergétique et transition écologique. La présentation s'intitule « L'acceptabilité sociale de la transition écologique ». Et on l'a délibérément cadré de façon très large parce que je pense que la transition énergétique, c'est un bout de la transition écologique. Et pour moi, le bien commun, il est dans cette réflexion élargie. On a beaucoup parlé de transition énergétique, notamment avec la présentation de mon prédécesseur. Super intéressant, vraiment interpellant quand on nous dit que ça va prendre 300 000 nouvelles voitures électriques d'ici 2 ans, je crois, si je me souviens bien. Mais qu'en est-il de cette idée qu'on a tous besoin d'une auto solo? Hein? Donc, la remise en question de l'auto solo. On dit les citoyens et les citoyennes sont responsables au Canada de 20 % de l'émission des GES. Je crois que c'était 27 % dans le cas du Québec. Très bien. Et donc, l'effort doit être fait par les industries. Très bien, mais qu'en est-il de la réduction de la demande à la base, à la source? Si on cesse d'acheter nos produits venant de Chine et qu'on adopte un mode de vie, je dirais, plus, j'ai juste humble en tête, mais disons moins énergivore, peut-être qu'il réside là, le bien commun, dans cette réflexion autour de la post-croissance. Ces mots-là font peur, hein, puis je ne les ai pas beaucoup entendus depuis ce matin, mais c'est le jour 1 du colloque, donc on verra comment ça se déploie. Mais pour moi, il y a toute une réflexion aussi autour de cette idée de post-croissance quand on regarde les limites objectives de la Terre. Je vous parlais un peu de biodiversité. On est, je ne vais pas vous déprimer ce matin, mais on est quand même déjà dans l'extinction, la 6e extinction massive. Donc, pour moi, le bien commun nécessite, je n'ai pas la réponse exacte, qu'est-ce que le bien commun dans ce contexte, mais je pense que le bien commun, la réflexion sur le bien commun, nécessite une réflexion beaucoup plus large sur la transition non seulement énergétique, mais sur la transition écologique. Et c'est là où je pense que même si 27 % des GES émanent des citoyens, ce qui est quand même une proportion importante, mais je pense que c'est là où les citoyens et les citoyennes ont leur mot à dire, ont cette réflexion à faire, ce diagnostic commun à établir sur vers où on veut aller. Et pour moi, quand on parle de bien commun, je pense, ou d'intérêt collectif, je pense qu'on ne peut pas échapper à cette réflexion-là sur notamment la post-croissance. Merci pour cette présentation. Loïc Boulonge, je suis professeur en génie électrique. La partie où vous avez dit que finalement, aujourd'hui, on était dans un modèle où les promoteurs essayent d'informer et convaincre, me paraît intéressante. Et le lien avec le niveau d'incertitude en particulier, dans le sens où, avec mon point de vue d'ingénieur, les projets avec une controverse en transition énergétique aujourd'hui ont justement des niveaux d'incertitude très faibles. Quand on parle d'éoliennes dans la région, finalement, des éoliennes, on sait ce que c'est, on connaît les avantages et les inconvénients. Et donc, j'ai l'impression que ça ne s'applique pas tant que ça à notre propos. Merci de noter. Merci pour la question. En fait, c'est une question d'équilibre. Lorsqu'il y a moins d'incertitudes, lorsque la science est assez claire, assez ferme, assez précise, effectivement, on peut se permettre d'informer, c'est sûr. Hein, je suis en communication, on informe. Mais je pense que c'est dans la manière aussi
Au-delà de l'information, je pense que même dans un projet où les risques sont balisés, où on connaît le rendement énergétique, par exemple, peut-être qu'il y a des choses qui échappent aux promoteurs quant au déploiement du projet sur le terrain. Concrètement, ça va passer sur telle terre agricole. Bon, c'est bien beau l'éolienne, mais comment ça va se raccorder au réseau? Est-ce que si on passe par là, ça va nuire à des oiseaux migrateurs? Donc, je pense qu'au-delà de la technologie, il y a quand même un savoir situé qui peut s'avérer utile. Lorsque je parlais d'équilibre, c'est sûr que dans une séance participative, ça prend des expertes et des experts pour donner l'information. Mais je pense que cette transmission d'informations doit quand même s'accompagner d'une ouverture à entendre ce savoir situé issu du terrain. Alors, c'est effectivement un équilibre à trouver entre les deux, tout à fait. Merci. Bonjour à tous, Charles Faure, chercheur Innofibre. Vous parlez de l'accessibilité sociale. On est tous d'accord que les scientifiques ont prouvé, démontré beaucoup de choses. Maintenant, qu'en est-il vraiment du transfert en fait, de ces connaissances, de ces vérités en fait, dans la population? Est-ce qu'on pourrait utiliser des leviers juridiques pour faire plier certaines instances ou entreprises? Parce que j'ai l'impression que c'est toujours à la dernière minute qu'on se dit « Ah, il faut qu'on fasse ça ». Ou c'est quand il y a un vrai problème comme le Covid, on pense que on a les scientifiques. Et c'est là on commence à se mettre à les écouter. Alors que tous autour de la table, là, on fait tous du travail incroyable, j'espère. Et qu'en est-il de ça? Est-ce que l'appareil juridique ou législatif pourrait aider à faire avancer les choses beaucoup plus vite, pour éviter une casse sociale? Bien, je vous dirais qu'on est encore, merci pour la question, même si ça fait 20 ans au Québec qu'on parle d'acceptabilité sociale, on est encore, je dirais, au balbutiement de l'institutionnalisation, notamment juridique. Alors, je mentionnais, il y a quand même un jugement de la Cour du Québec qui reconnaît que c'est une notion qui peut être mobilisée pour contrer un projet. Donc, il y a quand même cette jurisprudence qui existe maintenant. Mais c'est sûr que c'est un contexte qui reste un peu poreux, mobilisé de tout plein de manières, comme je l'évoquais. Et la clé, à mon avis, c'est justement de ne pas faire des super projets et à la fin de dire « Ah oui, c'est vrai, ça nous prend l'aval de la population, sinon ça ne se ferait pas. » Je pense que l'idée, et vous l'aviez un peu dans la diapo avec l'évolution des différentes phases des projets, idéalement, dès la phase d'idéation, on devrait déjà être en communication avec les populations. Puis je sais que sur le plan juridique, sur le plan des secrets industriels, c'est pas toujours évident. Dans le contexte québécois, Nordvolt évoquait ça, notamment hein, les citoyens et citoyennes de la région ont appris l'existence du projet en même temps que tout le monde dans les médias. Et je pense que ça n'a pas aidé à ce que les citoyens adhèrent au projet et y voient quelque chose de positif sur le plan local. Donc, idéalement, il faudrait que les citoyens et citoyennes, les parties prenantes, soient intégrés dans la discussion dès la phase d'idéation des projets. Et l'acceptabilité sociale se construit naturellement au fil du développement du projet. Je sais que c'est compliqué. À mon avis, ça peut se faire malgré les secrets industriels. Je pense qu'il y a différentes manières de faire sans tout dévoiler. On comprend qu'il y a une concurrence énorme, mais c'est sûr que d'arriver, une fois que le projet est déjà tout monté, et de dire « Ah oui, c'est vrai, ça prend l'aval de la population, sinon ça risque de ne pas se faire », c'est pas la bonne manière de faire. Je pense qu'il faut être créatif pour trouver des façons d'engager les populations en amont donc, du développement des projets. Giovanni Paoloni, Université de Rome Sapienza. En écoutant votre présentation et aussi les présentations précédentes, je me confirme dans l'idée que les problèmes les plus difficiles à résoudre dans cette question de la transition énergétique ne sont pas les problèmes technologiques qui sont à la portée de notre capacité de recherche, mais les problèmes politique et socioculturel. Donc, c'est aussi un problème de formation des politiciens et de formation de la population, d'éducation de la population en général, avant qu'ils jugent sur un problème. Donc, quelle solution vous voyez possible pour ce changement dans l'éducation? Oui, bien, je vous dirais que
le portrait que je dépeins ici avec les exemples que j'ai donnés peut paraître négatif, mais en même temps, je pense qu'on a quand même fait beaucoup de chemin au Québec. Là, je vais vous parler du contexte québécois. Je vous montrais, par exemple, le guide du Conseil patronal en environnement du Québec de 2012 versus 2022. En 10 ans, on est vraiment passé d'une approche, l'acceptabilité, c'est un problème qu'il faut adresser, il faut convaincre que nos projets sont bons, puis comment on le fait, à vraiment une prise en compte de cet élément-là. Donc, vous le dites bien, il y a tous les aspects technologiques. Pour moi, l'aspect social, je ne dis pas qu'il est plus important que la technologie. Je pense qu'on a des beaux défis aussi sur le plan technologique. Mais ça devient un intrant dans la réalisation des projets, au même titre que l'intrant technologique. Je pense que c'est un intrant important qu'il ne faut pas négliger et qu'il ne faut surtout pas appréhender en aval une fois que le projet est déjà tout réfléchi. Cela étant dit, je pense que les milieux industriels ont quand même fait beaucoup de chemin au Québec depuis les 20 dernières années et je pense que graduellement, cette ouverture, la mise en place de dispositifs participatifs non requis par la loi. Donc, il y en a beaucoup de promoteurs qui vont faire des journées portes ouvertes, qui vont aller à la rencontre des citoyens et citoyennes. Ce n'est pas toujours bien fait, mais je pense qu'il y a déjà une ouverture plus grande que ce qu'on avait au début des années 2000. Donc, je pense que c'est aussi à travers les exemples, les études de cas positifs qu'on peut aussi voir quelles sont les bonnes manières, quelles sont les bonnes pratiques en la matière. Bonjour. Julien Massé, coordination de la science de l'adaptation chez Oranos. On parle beaucoup, là, vous parliez beaucoup d'acceptabilité des projets, mais est-ce qu'au Québec, là, dans le contexte justement de la transition énergétique, vous parliez de diagnostic commun, est-ce qu'il n'y a pas aussi un gros travail à faire qui va en amont des projets aussi, puis donc un travail d'acceptabilité ou d'avoir un langage commun ou un projet commun dans lequel c'est un projet commun plus global dans lequel chacun des projets là, vont s'inscrire? C'est exactement ça. Je pense que quand on parle, Corinne et moi, de diagnostic commun, c'est l'idée, c'est de dire les projets pris de façon individuelle risquent de générer de l'opposition si on n'a pas réfléchi en amont sur ce qu'on voulait faire. Comment on veut faire cette transition au Québec? On parlait de la voiture solo, on parlait de transport en commun avec le prédécesseur, on parle de barrage électrique, de réduction de la consommation énergétique, de réduction de changement des comportements. Est-ce qu'on veut moins prendre l'avion, cesser de manger de la viande? Je pense qu'il y a un dialogue qui doit se faire beaucoup plus large et ça revient un petit peu à l'idée d'intérêt collectif. C'est quoi notre intérêt collectif là-dedans? Comment est-ce qu'on voit le bien commun dans cette transition? Et une fois qu'on aura pris cette décision, ou qu'on aura développé cette vision collective, là, les projets qui arrivent, s'ils s'inscrivent dans cette vision collective, si on s'est dit au Québec, oui, on veut des barrages, c'est ça qu'il faut faire, bien, OK, ça veut dire que quand le projet de barrage arrivera, il y a beaucoup plus de chances que cet assentiment tacite se fasse puisqu'il va s'ancrer dans un diagnostic commun. Au Québec, on a eu ce débat sur la filière uranifère il y a quelques années qui a conduit à un moratoire de 15 ans sur le développement de l'uranium au Québec. Et le problème, c'est que le promoteur était arrivé avec un projet de développement de l'uranium sur la Côte-Nord sans qu'on ait jamais entendu parler du développement uranifère au Québec. On n'avait pas discuté de ça, on n'avait pas eu de dialogue autour de ça. Même chose avec les gaz de schiste. L'exploitation des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, projet qui est arrivé sans que les citoyens et citoyennes ne sachent ce qu'était le gaz de schiste, sans qu'on ait réfléchi à l'idée d'exploiter les hydrocarbures dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, ces dialogues-là en amont, je pense que c'est fondamental pour que les projets ensuite qui soient présentés s'inscrivent dans une vision, soient cohérents avec une vision qu'on se sera donnée. Donc, actuellement, on gère un peu les projets à la pièce. Et ce qu'on voit, c'est que ça génère quand même pas mal de controverses. Et je ne pense pas que ce soit productif sur le plan du Québec que d'avoir cette vision à la pièce sans qu'on ait d'abord ce diagnostic commun. Bonjour, merci pour la présentation. Josée Provençal, Collège militaire de Saint-Jean. À qui revient la responsabilité d'aller, je vais dire, chercher l'acceptabilité sociale, pas forcément de la créer. Là, on s'entend que déjà, quand on informe, on est déjà en train de transformer les perceptions, mais est-ce que c'est le gouvernement québécois? Est-ce que c'est Hydro-Québec? Est-ce que ce sont les promoteurs? Est-ce que ce sont les municipalités ou les communautés d'accueil? Par où on prend ça? C'est une excellente question et j'ai étudié à l'époque un projet de développement éolien puis je regardais un peu le rôle des maires
Et les maires et mairesses, souvent, sont un peu mal outillés pour faire face à ça parce qu'ils se retrouvent un petit peu jugés partis. Justement, ils se demandent jusqu'à quel point ils doivent faire la promotion d'un projet qui va se traduire en redevance importante pour la municipalité, mais en même temps, ils se font aussi, les défenseurs, ils sont par mandat censés représenter leur population. Donc, il y a beaucoup de tiraillements autour de ce rôle-là. Je pense que, et je reviens à ma marotte, je pense que si on avait cette vision commune en amont, ça permettrait vraiment de dire, bon, ben, maintenant qu'on a décidé ça collectivement au Québec, voici la voie ou les voies qu'on souhaite suivre. Une fois qu'on a dit ça, je pense que ça légitimerait beaucoup mieux les élus, que ce soit au niveau municipal ou provincial, pour se faire les promoteurs d'un projet qui s'inscrit dans une vision qui aura été développée, une vision collective qui aura été développée en amont. Le problème actuellement, c'est que cette vision collective n'existe pas et les élus sont effectivement tiraillés avec plusieurs chapeaux. Hein, donc, ils sont parfois facilitateurs, parfois médiateurs. Au final, ils sont arbitres. Et c'est pas facile de concilier ces différents chapeaux parce que les projets sont étudiés à la pièce. Moi, je pense que si les projets s'inscrivaient dans une vision cohérente, ce serait beaucoup plus facile d'endosser le rôle de promoteur, de constructeur d'acceptabilité, parce qu'on a défini que c'était ça l'intérêt collectif au Québec à ce moment-ci. Comment donc faire émerger cette vision collective, qui serait la clé de toute la suite, en fait? Il y a une centaine de chercheurs qui ont publié une lettre ouverte il y a plus d'1 an maintenant, donc en février dernier, demandant un dialogue commun. Bon, le dispositif peut être variable, mais les chercheurs et les chercheuses qui ont signé cette lettre, qui provenaient d'horizons variés, réclamaient donc ce qu'on appelle une audience générique du Bureau d'audience publique en environnement. Donc, une audience générique, c'est une consultation publique très large qui ne vise pas un projet de manière spécifique, mais qui vise davantage un enjeu ou une filière énergétique. Donc, je vous parlais de l'uranium au Québec il y a une dizaine d'années. On a tenu une audience générique du Bureau d'audience publique sur l'environnement sur la filière uranifère. Et c'est à la suite de ces consultations-là qu'on en est venu à adopter un moratoire au Québec. Donc, est-ce que c'est via le BAP? Est-ce que c'est via un autre forum délibératif ad hoc créé pour l'occasion? Je ne sais pas, mais il y a plusieurs mécanismes qui peuvent exister, peut-être similaires à la Commission nationale sur le débat public. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. Et pour moi, il n'est pas trop tard, si je peux terminer avec ça, parce que je pense que le temps file, mais il y a des projets qui sont déjà amorcés, mais pour moi, il n'est pas trop tard pour prendre ce temps, puis ce n'est pas obligé de durer 3 ans. Je pense que ça peut se faire de façon efficace, et il n'est pas trop tard pour prendre ce temps d'arrêt, puis pour dire, OK, il y a plusieurs projets, comment est-ce que ça s'arrime? Je vous donne juste un exemple, et je termine avec ça peut-être, mais dans le cas de Nordvolt, on s'est rendu compte, puis bon, ça a été contesté par la suite, mais on s'est rendu compte que le projet empiétait sur certaines terres agricoles. Or, un des objectifs de ce gouvernement, c'est l'autonomie, enfin, de viser ou de tendre vers une plus grande autonomie alimentaire. Alors, quel est l'arrimage, quelle est la cohérence entre ces deux projets? Bien, elle était mise à mal, cette cohérence. Alors, c'est pour ça que ça prend, à mon avis, un pas de recul, un petit temps d'arrêt pour développer cette vision plus globale. Je pense qu'on a passé parce qu'il y a des conférences qui commencent dans 2-3 minutes. Ah oui. Merci beaucoup. On l'applaudit encore. Merci beaucoup. Merci.